Depuis 2018, le journaliste et ancien ministre de l'écologie Nicolas Hulot est visé par une plainte d'agression sexuelle. Nicolas Hulot se dit visé par des accusations de viol et d'agression sexuelle. Une plainte qui remonterait en réalité à des faits qui se seraient passés en 1992. Un mouvement féministe avait alors perturbé une conférence de presse qu'il donnait en septembre dernier pour accuser Nicolas Hulot. Ça a été jugé par la justice a parlé. Ce soir, un reportage exclusif d'Envoyé spécial est diffusé sur France 2. Une enquête choc qui révélerait les témoignages de 5 nouvelles victimes. Ce soir, enquête sur Nicolas Hulot. Des femmes accusent. Face à la sortie de ce reportage, Nicolas Hulot a décidé de s'exprimer hier matin sur le plateau de Bruce Toussaint. Ni de près ni de loin, je n'ai commis ces actes. Ces affirmations sont purement mensongères. Au cours de l'interview, il dément fermement les accusations sans même en connaître le contenu. Ce sont des accusations, pour le moment, sans nom et dont j'ignore tout. Alors, affaire de viol, Nicolas Hulot a-t-il bien fait de s'exprimer avant les révélations ? Merci Fatima Benomar d'être avec nous, merci d'être là. Fatima qui vient souvent nous voir, chroniqueuse sur RMC et féministe bien entendu, et vous êtes chez Stella Denis aussi. C'est vrai que BFM a donné la parole à Nicolas Hulot. On va voir les premiers extraits de cette interview. C'était à 11h03. 11h03, on vous a fait tout un déroulé de l'interview. Donc 11h03, il est innocent mais il ne peut pas dormir tranquille, c'est ce que dit Nicolas Hulot. Regardez. J'ai appris par cette émission d'investigation que, à l'issue, selon leurs propres mots, d'une enquête de 4 ans, ils auraient obtenu, je dirais peut-être même arraché, des témoignages qui me mettent gravement en cause. Et l'expérience que je vais livrer aujourd'hui montre que dans le monde dans lequel on vit, être innocent ne permet plus de dormir tranquille. Alors, Fatima, quand vous voyez ce premier extrait, vous réagissez comment ? Nous, on a été en contact plutôt avec des femmes qui n'arrivaient pas à dormir tranquille depuis des années. Et en plus, en général, il historicise cette histoire à partir de 2018, quand le scandale a éclaté pour une première fois, alors qu'il y avait déjà en fait des traces écrites qui circulaient. Par exemple, Bérangère Bonté, qui était la biographe de Nicolas Hulot, qui écrit dans son livre Saint-Nicolas que quand elle faisait son portrait, les personnes qu'elle interrogeait disaient toujours il faudra un moment aussi parler de son rapport aux femmes. Et il parlait de ses jeunes stagiaires, ses collaboratrices, des personnes qui n'avaient pas beaucoup de pouvoir autour de lui, qui se plaignaient de son comportement. Et elle raconte en 2018 en conférence que quand elle avait interviewé donc un patron d'agence où il y avait une jeune photographe stagiaire inexpérimentée dont Hulot, selon ce témoignage, voulait absolument qu'elle vienne. Ils étaient venus ici. Voilà. C'est Jean-Michel Apathy qui nous l'avait raconté aussi ici. Voilà, Jean-Michel Apathy, par ailleurs, c'est l'un des journalistes les plus exemplaires sur cette histoire, qui vraiment disait, on parle d'un crime, même s'il n'y a eu qu'un seul viol, on ne peut pas balayer cette histoire du revers de la main, comme ça a été fait en 2018. Et c'est vrai que dans cette émission, il dit, mais pourquoi elle parle après la prescription ? Alors, il nie les faits à 11h06, regardez. Mais je veux dire, et sans effet de manche, sans formule, sans éléments de langage et sans fioriture, ni de près ni de loin, je n'ai commis ces actes. Ces affirmations sont purement mensongères. Je le dis ici une fois pour toutes, fermement et définitivement. Gilles. Alors c'est la deuxième fois qu'il adopte ces stratégies, ça s'appelle déminer, c'est-à-dire qu'il va, avant la sortie, en 2018, de révélation dans Feu l'hebdomadaire Hebdo, qui n'avait pas duré, il va chez Jean-Jacques Bourdin, et là il va chez Bruce Toussaint pour dire « je n'ai rien commis ». Alors c'est une stratégie qui a des effets pervers parce que du coup, tout le monde porte attention à ce qui va se passer. Déminage ne fonctionne pas tellement puisque tout le monde en parle aujourd'hui. Et donc, il y a 5 témoignages, 4 ans d'enquête, 5 témoignages très précis. Alors, il n'y a pas d'affaire judiciaire à notre connaissance. On a enquêté, il y a une plainte en 2008 contre lui, c'est tout. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Ce sont des témoignages pour des faits prescrits. Mais c'est vrai que ça va faire grand bruit ce soir. Voilà. Oui. En même temps, il n'avait pas énormément le choix parce que Élise Lucet l'appelait en direct avant-hier en lui disant « voilà, venez témoigner ». Et il a dit effectivement « qu'est-ce qu'il y a dedans l'émission ?» Elle dit « ça, je ne peux pas vous le dire ». Il a dit « si je ne peux pas vous le dire », il a appelé Delphine Ernotte.
en disant attention, vous savez ce que vous risquez, j'espère que, voilà, vaguement, un peu menaçant, ce que je peux comprendre. Et donc, du coup, il a choisi, c'est lui-même qui s'est présenté, qui a décidé de parler. Donc, évidemment, tout le monde l'aurait accueilli pour le faire. Mais alors, est-ce qu'il n'avait pas trop le choix de parler? En revanche, il a été maladroit dans sa communication, ça c'est clair, le direct. Non, mais je trouve ça quand même assez choquant, parce qu'en déniant, quelque part, il confisque la parole des présumées victimes. Et quelque part, dès le départ, il y traite de menteuse. Donc, quelque part, on va regarder ce reportage en disant, bon, elles ont menti finalement à la lumière de ce qu'a dit Nicolas Hulot. Et je trouve que c'est un tout petit peu déplacé. Finalement, il aurait dû... L'émission est en direct. Hein. C'est ce soir. D'accord. Ouais. Fatima, vous, est-ce que vous aviez déjà eu vent de comportements déplacés de la part de Nicolas Hulot ou pas du tout? Oui, le livre dont je parle, il a été publié en 2010. Et effectivement, quand j'étais reçue dans les médias en 2018, il faut déjà savoir qu'il y avait une petite ambiance qui était vraiment... en solidarité plutôt avec Nicolas Hulot. Je me suis retrouvée un moment sur BFM avec un journaliste qui me dit « Je suis choquée par ce que dit Fatima Benouar parce que pour moi, il n'y a pas d'affaire Hulot. » C'est-à-dire que ce n'était même pas possible que ce soit en discussion. Et puis quand il dit oui, mais pourquoi elles ont attendu pour parler? Déjà parce que là, il y a un instant un peu plus favorable à la parole. On est en plein MeToo politique. Et puis ces femmes... Elles ont eu peur pendant longtemps parce qu'il y avait des antécédents. Par exemple, quand on s'attaque à des hommes puissants, Tristan Banon, quand elle avait essayé de faire son témoignage contre DSK, elles s'en étaient pris plein la gueule. Et puis quand ces femmes avaient commencé à se dire « Tiens, on va parler de Nicolas Hulot », tout le gouvernement, parce que maintenant, Mme Morano, elle prend un petit peu ses distances, maintenant que Nicolas Hulot n'est plus au gouvernement, mais à l'époque, on avait le président de la République... Emmanuel Macron, qui dit à Nicolas, il faut que tu tiennes contre ces accusations. On avait eu Madame Schiappa, quand même, qui était la ministre droit des femmes. Elle a réagi, Marlène Schiappa, aujourd'hui. Voilà, mais elle avait réagi bien autrement en disant que c'était une manipulation politique. Elle a réagi de manière assez virulente, ainsi que Madame Moreno, Elisabeth. Bref, tout le gouvernement avait fait bloc. Et imaginez ces victimes qui voient le président, leur Premier ministre, leur ministre droit des femmes, même pas dire on ne se positionne pas. Les faire mentir ces femmes-là en disant mais non, c'est un homme charmant, etc. On le croit et tout. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu ces 4 années d'investigation et je suis heureuse que ce soit un journal de qualité quand même, comme envoyé spécial, qui a fait une enquête sérieuse, qui a pris son temps et qui a attendu le rythme des victimes. Parce que ce qu'on aurait pu reprocher à Hebdo, c'est qu'il voulait aller plus vite que les victimes. Ça, c'est très frustrant quand on est des militantes. On a des témoignages, on ne peut pas les sortir. Parce que c'est d'une énorme violence de sortir la parole de ces femmes avant qu'elles soient prêtes. Et là, maintenant, c'est le moment. Et donc, aujourd'hui, on va pouvoir entendre leur parole. Alors, Nicolas Hulot, regardez ce qu'il dit sur ces femmes qui l'accusent. Pourquoi ces femmes prennent-elles la parole pour vous accuser? Mais posez-leur la question. Je n'en sais rien. Je ne sais même pas. 5 femmes. Bruce Toussaint, je ne sais même pas de qui il s'agit. Je ne sais même pas. Mais comment l'expliquez-vous? Mais je ne l'explique pas. Est-ce que vous avez eu, dans le passé, durant votre vie, un comportement, en général, avec les femmes, qui peut aujourd'hui susciter ces plaintes ou ces accusations? Ni de près, ni de loin. Ni de près, ni de loin. Il dit ne pas connaître ces femmes, Nicolas Hulot-Gilles. Alors, ce qu'on attend de savoir, le secret est très bien gardé, mais si parmi ces 5 femmes, 2 ont déjà été identifiées. On a parlé d'affaires autour de Nicolas Hulot, donc voilà, il y a... J'ai même pas à dire qu'il est présumé innocent puisqu'il n'y a pas d'action judiciaire. Mais on a parlé d'affaires de la fille d'une ancienne ministre du gouvernement Jospin et d'une employée de l'ambassade de France à Moscou qui aurait été agressée sexuellement. Ces 2 femmes-là, on les connaît. Reste à savoir si elles sont dans les 5 ou si ce seraient 5 nouveaux témoignages. Pour le moment, personne ne sait. Oui, Valérie. Dans la stratégie de communication, ce qui est assez... heurtant, moi, je trouve, c'est qu'en gros, il explique que, parce que effectivement, la question de Bruce est vraiment très pertinente. Pourquoi 5 femmes viendraient un matin dire on a subi une agression, voire un viol? Eh bien, lui, il sous-tend tout le temps, dans toute l'interview, qu'en fait, il y aurait une sorte de cabale. Et qu'en fait, en gros, il dit celles qui sont à la manœuvre. Sous-entendu, derrière ces 5 femmes se cacherait un groupuscule de femmes qui, ou une manœuvre politique ou quelque chose qui tenterait. Et je trouve que ça discrédite. C'est terrible, quoi. Regardez ce que lui dit Bruce Toussaint. Il lui rappelle qu'il est connu comme un don Juan. Regardez. Vous savez ce qu'on dit de vous, Nicolas Hulot? Pardonnez-moi de vous le dire comme ça aussi brutalement. Un don Juan. Un homme à femme. Ah, ben, un don Juan. Un homme qui multiplie les conquêtes. Alors, je laisse
à l'appréciation de ceux qui... Ça fait partie des rumeurs sur lesquelles on a construit évidemment une histoire, un personnage. Alors, charmeur, séducteur, don Juan, dragueur, harceleur, violeur. Et pourquoi pas, hein? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Où sont les preuves? Alors, oui. Moi, je suis désolé, je suis personne pour juger l'affaire, je ne suis pas juge, mais je trouve que la stratégie de communication de Nicolas Hulot, elle est bonne. À l'heure où on se fait accuser publiquement dans le tribunal médiatique, on a le droit de se défendre. Elle est bonne pour qui, hein? Non mais je suis pas là pour juger. Pour lui, elle est bonne. Bah lui, il a intérêt à se défendre, évidemment. Ouais. Donc, quand on se fait accuser publiquement, on doit aussi pouvoir se défendre publiquement. Et ce timing, je le comprends aussi, parce qu'en fait, soit il parle jamais pour pas trop qu'on parle des accusations et aussi pour laisser la justice faire son travail. Soit il s'exprime tout de suite, ou voire avant les accusations, il anticipe les accusations, pas pour les décrédibiliser, mais pour dire voilà, je suis au courant de ce qui va sortir, et ça ne va pas me tomber dessus. Mais non, il est pas au courant, justement. Il y a Marlène Schiappa qui m'appelle en direct Il n'est pas au courant. dans l'émission, donc elle va certainement... C'est ce qu'il dit. Bonsoir Marlène Schiappa, bonsoir. Oui, bonsoir Cyril. Ah oui, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va très bien. Alors, vous savez qu'on est en émission, je sais que vous saviez qu'on allait traiter du sujet Nicolas Hulot ce soir. On est avec Fatima Bennomar également, qui vient de parler de vous en plus. Et en plus, vous voyez, elle vient de parler de vous, vous appelez. Voilà. J'espère qu'elle va parler de quelqu'un d'autre. $1 million. Oui, j'espère. Oui, merci. Marlène Schiappa, c'est vrai que est-ce que vous voulez, c'est vrai qu'aujourd'hui Nicolas Hulot faisait partie du gouvernement et Fatima disait, c'est vrai que vous aviez réagi à un moment quand il était peu réagi quand il était dans le gouvernement et aujourd'hui vous avez réagi de façon assez virulente sur les accusations qui portaient sur lui. Non, ma réaction, elle est toujours la même, dans un sens comme dans un autre. Moi, je vais vous dire plusieurs choses. D'abord, je veux avoir bien sûr une pensée pour toutes les femmes qui, au cours de leur vie, ont été victimes de viols, de violences sexuelles, de harcèlement sexuel. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de ces sujets, ça peut être des traumatismes qui remontent et c'est important de le dire. Ensuite, deux choses. Première chose que j'avais dit à l'époque, c'est qu'à l'époque, vous aviez une femme qui a dit aux journalistes « Moi, je ne veux pas parler publiquement du viol que je dis avoir vécu, que j'ai vécu. Je ne veux pas qu'on en parle, je ne veux pas qu'il y ait d'articles qui donnent mon nom publiquement. » Et pourtant, un journal a décidé, contre son gré, de parler c'est ce qu'a dit Fatima. de parler de la plainte qu'elle avait déposée. C'est exactement ce que vient de dire Fatima il y a un instant. Voilà. Tout à fait d'accord avec elle. Moi, ça me choque. Je suis pour respecter la parole des femmes quand elles veulent parler de ce qu'elles ont vécu, mais aussi quand elles ne veulent pas en parler. Et c'est le sens de ce que j'avais dit à l'époque et de ce que je dis aujourd'hui. Maintenant, je dis une deuxième chose. Ce que je dis, c'est qu'on va voir ce soir quels sont les éléments qui sont partagés publiquement dans ce reportage. Moi, je pense que s'il y a connaissance de crime, le viol est un crime, il faut que la justice s'en saisisse. Et ça, c'est aussi ce que j'ai toujours dit. Ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il est fondamental que les femmes parlent et qu'enfin on les écoute, qu'il y ait une libération de l'écoute. Il est aussi fondamental qu'on ne se transforme pas tous en un tribunal à ciel ouvert permanent et géant. Ça, c'est ce que qu'on la dit. justice, elle se rend dans les tribunaux. C'est ce qu'on et dit donc souvent je crois ici. que c'est important, exactement, je crois que c'est important, si on a connaissance de viol, de les signaler et que la justice puisse se rendre dans un tribunal. Marlène Schiappa, vous étiez au gouvernement avec Nicolas Hulot. Est-ce que vous avez eu de ses nouvelles depuis? Est-ce que vous avez échangé avec lui ou pas du tout? Pas du tout, jamais, à aucune occasion. On n'était pas proches au gouvernement, mais voilà, j'ai vu la télévision comme chacun, mais D'accord, mais vous n'avez plus de contact avec vous n'étiez pas du tout en contact avec lui. Fatima, vous avez une question pour Marlène Schiappa? Oui, bon, je trouve que c'est un petit peu évasif comme réaction, c'est-à-dire que ce que vous aviez dit dans votre tribune du JDD, c'est le viol est une affaire trop importante pour que ce soit l'objet d'une instrumentalisation politique, c'est-à-dire. Et puis tout le gouvernement avait fait bloc. Je me souviens de Sébastien Lecornu qui dit « Je partage sa douleur à Nicolas Hulot, c'est un coup qu'il a eu dans le ventre ». C'est-à-dire que le gouvernement s'est positionné. Marlène Schiappa n'est pas responsable de. En tout cas, je pense que ce serait élégant ce soir de dire que vous avez eu une mauvaise gestion de cette affaire. Et je me souviens même qu'il y avait eu un reportage où on vous montrait en train de travailler les éléments de langage de votre tribune du JDD et même où il y avait des éléments qui étaient prévus qui pouvaient être encore plus durs. Et très franchement, plutôt que de faire un débat entre vous et moi et de me dire que c'était déjà très prudent et bien, je pense que vous pouvez dire que quelques années sont passées depuis 2018 et reconnaître que c'est pas comme ça que vous auriez dû réagir, eu égard à ces femmes qui ont été heurtées. On a été en contact avec elles et se sont dit, mais si j'ai tout le gouvernement sur le dos, je préfère encore rentrer. Alors, Marlène Schiappa, est-ce que vous voulez répondre à Fatima?
Je suis vraiment navrée, mais je n'ai pas entendu tous les mots qui ont été prononcés. Je pense que elle disait en résumé, Marlène, que pour elle, vous aviez mal géré cette crise, voilà, entre guillemets, en 2018. Et vous aviez reçu 2 lettres des victimes. Vous entend pas. Et elle dit que vous avez reçu 2 lettres des victimes et que, voilà, aujourd'hui, on a l'impression que vous penchez plus sur le dossier qu'en 2018 où vous avez été plus prudente. Qu'on a reçu des lettres de victimes. Oui, 2 des victimes ont écrit à l'Élysée. Je sais que non, mais à l'Élysée, c'est pas Marlène Schiappa. Elle est pas. Oui, mais ça avait créé du remous et ça avait créé une discussion entre les ministres. Voilà. Alors, moi, ce que je veux vous dire, c'est que ça m'arrive très régulièrement de recevoir des lettres et même ça avait fait un vrai remous. Des tweets, des mails, etc. de victimes. Et j'ai une organisation très stricte avec l'ensemble de mon cabinet pour justement qu'il n'y en ait aucune qui reste sans réponse. Dès que j'ai une lettre et on porte à ma connaissance des viols, des violences sexuelles, des violences conjugales, je fais saisir la police et la gendarmerie pour qu'il puisse y avoir une plainte et que les femmes puissent être protégées. Je le fais systématiquement, quelle que soit l'identité de la personne mise en cause. C'est arrivé qu'on mette en cause des personnes connues, des personnes du monde politique. Je réoriente vers la police et la gendarmerie pour qu'une plainte puisse être déposée. Et c'est le sens de tout le travail que je mène au ministère de l'Intérieur. Et si vous me permettez, je veux dire que s'il y a des femmes qui vous écoutent, Cyril, ce soir, et qui se disent qu'elles se reconnaissent et qu'elles ont vécu des choses comme ça, elles peuvent soit déposer plainte, soit saisir la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr. Elles peuvent le faire même de façon anonyme si elles le souhaitent dans un premier temps. Merci Marlène Schiappa, en tout cas, de nous avoir appelé en direct. C'était pas prévu, je vous le dis. Merci en tout cas, merci beaucoup Marlène. Merci. Merci vous aussi, merci. Voilà, donc il y a des gens qui nous appellent directement. Voilà, juste, je voudrais qu'on voit cet extrait qui a fait énormément parler. Nicolas Hulot, qui a ensuite lâché la bombe. Alors, c'est la bombe. Il annonce se retirer de la vie publique. Bon, moi, ça n'a pas changé grand-chose à la vie. Ni à la sienne, d'ailleurs. Je vais quitter la présidence d'honneur de ma fondation, qui est l'œuvre de ma vie. Et dans la foulée, et pas plus parce que ma conscience n'est pas tranquille, même si certains vont l'interpréter comme cela, je quitte définitivement la vie publique, tout simplement parce que je suis écœuré. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je vis pour mes amis, ma famille, je quitte mon engagement. Et vous ne vous exprimerez plus. Et je ne m'exprimerai plus. Mais si, il va s'exprimer. Alors, en fait, oui, Fatima. Là, en fait, la vraie annonce qu'il dit, c'est qu'il décide de parler avant les victimes et il annonce déjà qu'il ne parlera pas après. C'est-à-dire qu'il veut que ce qu'on interprète dans le fait qu'ils ne se défendent pas contre ce qu'elles vont dire, c'est juste qu'il a décidé de ne pas parler. Alors que moi, je serais faussement accusée. Très franchement, je monterai au créneau et j'irai pour défendre mon honneur, etc. Donc là, il dit que c'est un choix pour lui de ne pas avoir une parole après. Il réagira pas en fait après le reportage de ce soir. Il dit voilà, pour moi c'est. Et il explique à sa façon. Oui, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, dans le reportage, enfin là dans l'interview en tout cas avec Toussaint, il dit à un moment donné, en fait, je vais me battre. Et il explique qu'il n'a pas eu le temps finalement d'organiser sa défense parce que d'une part, il ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants, mais quand il lui pose des questions en rentrant un peu plus dedans, on a l'impression que finalement il connaît les accusations et il connaît les victimes en fait dont on parle. Donc c'est un peu étrange son positionnement. Alors, et moi je suis certaine qu'il va s'exprimer. On va clôturer avec un dernier extrait. C'est celui-là qui a fait énormément parler. Il s'est défendu en disant qu'il avait un physique, voilà. Il a voulu faire de l'humour. Exactement. Franchement, c'est je sais que j'ai un physique très ingrat. Et que donc, seule la contrainte me permet de vivre des histoires d'amour. Voilà. Mais non, donc plus sérieusement, je n'ai jamais séduit par contrainte. Vous ne voulez pas répondre précisément aux questions concernant cette affaire? Mais vous me posez la question, je vous dis non. Non. Non, vous ne l'avez pas choisi, entre guillemets. Non. Non, vous ne l'avez pas forcé à venir seule? Non. Là, je vous dis très clairement. Et non, il ne s'est rien passé lorsqu'elle était chez vous? Ah, si. Il s'est passé quelque chose, mais dans un consentement et une harmonie classique d'une histoire sans lendemain. Alors là, pardon, vrai ou pas vrai, mais cet humour est obscène à ce moment-là. Franchement, c'est une technique de diversion en fait. Pardonnez-moi, c'est surtout faux parce qu'il a vécu avec une jeune femme qui était la marraine de mon fils. Donc je les ai beaucoup vus à une époque et c'était un séducteur. Il plaisait aux filles et le pouvoir venant. Oui, mais là, il le fait ironiquement. Non, mais quand il est sous la contrainte, mais c'est une très mauvaise boutade. Mais séducteur, c'est pas prédateur, Isabelle. Séducteur, c'est pas prédateur. Est-ce que j'ai dit prédateur? Non, mais tu dis c'est faux. Non, mais quand il fait un trait d'esprit à ce moment-là. Merci, oui. Non, mais merci.
Merci. Oui. Agir, en fait, là où j'étais un peu déçue par rapport à Brice Toussaint, c'est-à-dire qu'il évoque cette histoire d'une jeune stagiaire qui est dans une agence pour être photographe. Oui. C'est Nicolas Hulot qui l'a choisi. Elle dit, je ne veux pas y aller seule, je ne suis pas assez expérimentée. Nicolas Hulot dit, mais moi, je veux qu'elle vienne seule. Et donc, Nicolas Hulot dit, oui, d'accord, on a eu un rapport sexuel, mais c'était consenti. Et Brice Toussaint ne raconte pas la chute de cette histoire. C'est que cette jeune fille rentre à l'agence et dit, je ne veux plus jamais faire ça. C'est-à-dire que même si c'était un rapport consenti, mais décevant ou quoi que ce soit, on ne change pas sa trajectoire professionnelle pour ça. Oui. C'est-à-dire qu'on parle toujours des hommes accusés dont on aurait brisé les carrières, etc. Mais dans l'invisibilité, il y a des milliers de femmes qui changent leur trajectoire de vie, leur projet de vie, suite à des violences sexuelles et en se disant qu'elles n'ont pas la force ni le rapport de force pour lutter contre ça. Et donc, il aurait fallu quand même raconter cette chute en se disant que suite à ce reportage, cette femme a décidé que plus jamais elle travaillerait en agence en tant que photographe. Oui, mais...